Quand j'ai vu que la grille du Croton avait été forcée, j'ai commencé à avoir des doutes assez sérieux. Hein. Et effectivement, quand je suis arrivé dans le méandre d'entrée, j'ai trouvé les premières concrétions cassées. Et alors, à l'arrivée dans le collecteur, c'était vraiment lamentable. Il y avait des colonnettes cassées un peu partout. Et puis alors, surtout, c'était la peinture. Alors là, la peinture, il y en avait après les fistuleuses, il y en avait après les grosses concrétions, il y avait sur les parois, il y avait des inscriptions obscènes, il y avait des dessins, toutes sortes de choses qui étaient peints sur les parois. Et puis ça, pendant 1 kilomètre. Hein. Alors, il y avait du genre gris égale croix gammée, la folie des grandeurs, enfin, pour citer les plus importantes. Puis alors, on est arrivé à 1,5 km de l'entrée. Alors là, il y avait une salle littéralement saccagée. Hein. Les colonnes ont été cassées, ont été mises l'une sur l'autre. Ils ont mis de la peinture partout. Et ils ont dû manquer de peinture parce qu'ils ont fini de créer pire des fistuleuses avec de la boue. C'est assez aberrant tout ce que tu me dis là. Est-ce qu'il y a une explication à tous ces javissements? Oh, la jalousie, hein, certainement, puisque l'inscription qui était contre la grille prouvait bien quand même un des motifs. Hein. Jalousie, bon, d'une part à cause de la grille qui fermait le trou, et puis jalousie parce que c'est un petit groupe local qui a trouvé une grotte de cette importance, et bon, ben, il y en a qui n'ont pas admis, quoi, parce qu'on ne veut pas trouver ça, quoi. Et c'était trop gros pour nous. Enfin, on est sûr que c'est des spéléos, n'importe comment. Il y a énormément d'indices qui... Spéléos. Ah oui, on est sûr que c'est des spéléos. Mais alors, qu'est-ce qui te fait dire que ce sont des spéléos? Bon, ben, il y a déjà le burin qu'on a retrouvé à l'entrée qui a servi à casser la grille. C'est un burin qui employait des obstructions par les spéléos. Et surtout, alors dans le collecteur, les concrétions qui ont été choisies pour être cassées ou peintes, elles ont été quand même triées, parce qu'il y avait des choses qui étaient très très jolies, donc quand même des connaisseurs. Hein. Or, pour connaître quand même à ce niveau-là, il faut être spéléo. Ces spéléologues devenus casseurs ont trahi le monde merveilleux des grottes qu'ils avaient pourtant devoir de protéger. L'odieux saccage sur plusieurs kilomètres des galeries du Croton par des visiteurs parfaitement équipés et entraînés a fait éclater au grand jour le malaise qui entache la spéléologie actuelle. Aujourd'hui, le problème de la protection des grottes se révèle avec une terrible acuité. Elles sont gravement menacées par les malveillances, mais aussi et surtout par les pillages et la surfréquentation. Un des plus prestigieux spéléologues français de l'après-guerre, René Nuffert, témoigne. Dès mes débuts de visite souterraine, j'ai été agréablement surpris par la beauté et l'esthétique des cavernes. En particulier, les rivières souterraines, qui sont en somme les cavernes vivantes. J'ai été toujours intrigué par l'origine de ces eaux abondantes des grandes sources vauclusiennes
de notre Franche-Comté. J'ai eu l'occasion de découvrir Chauvroche, la rivière de l'Arculé de Vaud, à Viafan, etc. Enfin, de nombreuses rivières. Et puis, au cours de toutes ces explorations, je me suis aperçu que d'autres spéléologues laissaient leurs déchets, en particulier le carbure, sur les rebords des rivières, sur les corniches, qui n'étaient pas très jolies, et puis des inscriptions, et puis pas mal de choses qui détérioraient l'esthétique et qui rendaient les cavernes moins attrayantes. Il n'y a plus guère d'approche saine du milieu. Démythifiées par l'évolution des techniques et du matériel, bien des grottes ne sont plus qu'un théâtre de randonnée plus ou moins insolite pour de nombreux visiteurs qui oublient qu'il a fallu autrefois les conquérir, souvent au prix de grandes difficultés. Les grottes, livrées à la spéléologie sauvage ou spéléisme, sont peu à peu dénaturées. Bien des passages remarquables ont disparu, cassés par les maladroits ou les amateurs de souvenirs. À travers la photographie souterraine, Henri Collin a pu mesurer la dégradation des cavernes. J'ai commencé à prendre des photos des grottes de la région et même de pas mal de grottes de France depuis 1962. Dans ces 23 ans, je pense que beaucoup des photos que j'ai pu prendre sont devenues presque des pièces de musée parce qu'elles sont rigoureusement impossibles à reprendre. J'avais beaucoup de photos sur Bournois, sur Lanang et même des photos dans des grottes aménagées. Mais c'est un malheur irréparable, évidemment, quand on arrive quelques années après avoir pris une photo et qu'on trouve que le grand pilier qui faisait 5 mètres de haut est maintenant réduit à 5 ou 6 petits morceaux qui traînent par terre, que la cage d'oiseaux n'a plus de cage que le nom, mais elle n'a plus les barreaux, que les plafonds de stalactites qui étaient rigoureusement immaculés et de stalactites transparentes sont devenus un piège à motte de terre, que n'importe quelle petite vire est devenue un dépôt d'ordures, un dépôt de carbure ou un dépôt de piles. Évidemment, ça ne peut pas faire plaisir à ceux qui ont aimé les grottes et ceux qui les ont fréquentées par plaisir, plus que par nécessité, bien entendu. Des graffitis, des salissures, toutes sortes d'inscriptions défigurent un grand nombre de sites souterrains. Si l'on peut admettre que les explorateurs d'antan aient parfois marqué de leur nom le point terminal d'une découverte, cela n'est plus acceptable aujourd'hui. Et l'on comprend mal quel obscur narcissisme pousse de simples visiteurs à signer si vulgairement leur passage. À moins qu'il ne s'agisse de quelque instinct de destruction mal refoulé qui trouve à s'exprimer ici, lorsqu'il n'y a pas d'autres témoins que des coéquipiers plus ou moins complices. Des siècles, voire des millénaires ont été nécessaires pour que s'élaborent goutte après goutte les décors fragiles de notre patrimoine souterrain. Et hélas, une seconde suffit pour détruire une concrétion plus vieille que notre civilisation. Le professeur Magnat, de l'université de Besançon, parle de la vulnérabilité des cavernes. L'écoulement des eaux souterraines s'effectue dans un réservoir calcaire fissuré qui est issu de dépôts très anciens, quelquefois de 100 à 150 millions d'années. Et c'est dans ce réservoir très ancien que va se mettre en place tout un réseau de galeries avec ses concrétions associées. En surface, l'érosion va donner un aspect morcelé qui va donner justement ce fameux terme de karst à ces zones calcaires. Dans les galeries, l'eau chargée en bicarbonate de calcium va, par un processus physico-chimique, faire précipiter du carbonate de calcium qui va, goutte à goutte, donner naissance à des concrétions qui vont parfois se mettre en place pendant des laps de temps très importants en dehors de l'échelle humaine.
ce milieu, qui a mis plusieurs centaines de milliers d'années à se former, est un milieu très vulnérable en raison de la lenteur de la formation des concrétions que l'on y rencontre et qui nécessite beaucoup de prudence quant à son utilisation sur le plan, par exemple, touristique. C'est un milieu fragile qu'il faut préserver obligatoirement pour que tout le monde puisse, à l'avenir, encore en profiter. Le monde souterrain évolue à un rythme qui n'est pas le nôtre. Et il n'a que très peu changé depuis son occupation par les premiers hommes. Bien avant l'Antiquité, les grottes ont fait partie du patrimoine de l'humanité. Pendant les longues périodes glaciaires, les hommes ne purent survivre qu'en se réfugiant dans les cavernes, où ils trouvaient une protection contre le froid et les grands feux. Au cours des siècles, ils furent imités par nombre de persécutés, de proscrits, et même des populations entières vinrent s'y abriter pendant les périodes troubles. Mais l'homme n'est guère reconnaissant envers ces refuges naturels. Tout au long du Moyen-Âge et presque jusqu'au milieu de notre siècle, par bêtise ou par superstition, les grottes inspirèrent la peur. Renforcées par les craintes de l'époque, l'imagination populaire y voyait les portes de l'enfer, ou le repère de créatures monstrueuses. Et les inoffensives chauves-souris étaient assimilées à des esprits maléfiques. Ces croyances idiotes se sont perpétuées jusqu'à nous, et se manifestent encore dans la plupart des domaines artistiques, qu'il s'agisse de littérature, de légendes, de cinéma, ou même de bande dessinée. Ce n'est que vers la fin du siècle dernier qu'une poignée d'hommes audacieux, poussés par la curiosité scientifique, osa s'aventurer dans les cavernes. La spéléologie était née avec des pionniers tels que Martel, le père de l'exploration souterraine, ses collaborateurs Armand, Viré, Goupillat, ou encore le franc-comtois Fournier. Les travaux de ces incomparables chefs de file, écologues avant la lettre, témoignent de leur souci permanent de protéger les cavités naturelles et l'eau des profondeurs. Martel en particulier fut l'instigateur en 1902 de la loi qui porte son nom et qui interdit de jeter dans les gouffres les cadavres d'animaux et les ordures. À ces précurseurs exemplaires succéda un développement relativement lent de la spéléologie qui ne concernait alors que quelques pionniers et leurs disciples. Mais peu à peu, les livres de Norbert Casteret et plusieurs découvertes retentissantes commencèrent à populariser l'exploration souterraine. Pourtant, jusqu'aux années 60, il n'y avait en France que quelques dizaines de groupes officiellement constitués. En 1970, la spéléologie, par nature démarche d'études et de recherche, bascule presque entièrement dans le domaine du loisir sportif. Un nouveau nom est trouvé, le spéléisme. Depuis lors, le nombre des spéléos croît régulièrement. Il y avait en 1985 au moins 700 groupes reconnus, auxquels il faut ajouter des centaines d'associations et de pratiquants occasionnels. Si certaines équipes vibrent encore heureusement pour la recherche et la première, en entreprenant d'authentiques explorations, pour beaucoup d'autres, l'objectif spéléo n'est plus essentiellement de reconnaître et d'étudier un réseau souterrain, mais plutôt de se mesurer à lui comme à une sorte de parcours acrobatique servant de défouloir physique. Le temps passé sous terre est minuté et sert de référence. Il permet aux individus de se classer ou de classer les autres, parmi les bons ou les moins bons. Les cavités très fréquentées deviennent peu à peu des dépotoirs où s'entassent dans les recoins des galeries les ordures laissées par des bivouacs inutiles. Ces traces sont d'autant plus critiquables que la plupart des campements souterrains ne correspondent pas aux nécessités d'une exploration et sont simplement dictés par le souci de se singulariser aux dépens du monde des cavernes.
La pollution chimique est aussi présente, provoquée par l'abandon de piles usagées ou de déchets de carbure utilisés pour alimenter les lampes à acétylène. Cette pollution est directement néfaste à la vie de la microfaune souterraine. Ainsi, au gré du développement de la fréquentation des grottes, leur dégradation s'amplifie dans des proportions considérables, sans que la majorité des spéléologues s'en inquiètent outre mesure. Monsieur Branger, vous êtes agriculteur ici à Fourban. Vous avez eu, je crois, des problèmes avec des spéléos il y a quelques années. Mais oui, c'est-à-dire que ces oiseaux-là, ils étaient venus aux grottes. Ils sont passés par la porte principale et ils n'ont pas fermé la porte en repartant. Alors j'ai eu 2 bêtes sur 3 qui est passé sous le train. Et vous n'avez pas trouvé qui était responsable? Oh non, non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous connaissez la grotte depuis votre plus jeune âge. Et à l'époque, elle n'était pas du tout ce qu'elle est devenue maintenant. Vous pourriez nous raconter un peu? Ouais, elle a bien changé. Elle a bien changé. Maintenant, tout a été cassé. Dommage. Je me rappelle quand on était gamin, il n'y avait pas de mobilette pour se promener. Il fallait marcher à pied. Alors, on usait les dimanches. On venait aux grottes. On était heureux. Ça a changé. On n'aurait pas cassé quelque chose. On en était plutôt fiers, quoi, de notre grotte. C'était bien abîmé. J'y suis allé là il y a 2-3 ans. C'est plus naturel comme avant. Voilà le drame. Si ces exemples sont bien souvent le résultat de simples négligences vis-à-vis de l'environnement naturel, ou même humain, ils n'en sont pas moins intolérables. Pourtant, d'autres actes vont encore beaucoup plus loin. Bien des grottes sont salies et détériorées par les visites, mais certaines sont carrément mises à sac. Leurs cristallisations les plus belles et les plus fragiles sont pillées par des individus sans scrupules. De nombreuses cavernes favorisées par leur situation géologique, la pluviométrie ou encore les particularismes du climat local abritent des concrétions exceptionnelles. Certaines fistuleuses peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur et se révèlent d'une extrême fragilité. Il en est de même pour les excentriques, à l'origine souvent controversées par les spécialistes, et dont les formes capricieuses ne finissent jamais de surprendre. Quant aux perles des cavernes, elles apparaissent traditionnellement comme des concrétions un peu fabuleuses que tout explorateur souterrain rêve un jour de découvrir. Faites de simples calcaires, elles ont une valeur marchande absolument nulle. On peut à la rigueur comprendre, sans toutefois excuser, qu'un visiteur indélicat veuille s'accaparer l'une de ces perles, il suffit de tendre la main. Pour s'emparer de la plupart des autres formations souterraines, la préméditation est indéniable. Il faut d'abord les atteindre, puis les casser, pour prétendre les ramener au jour. Et pour s'apercevoir enfin qu'une fois arrachées à leur milieu naturel, privées de l'obscurité dont les isolait la lampe frontale, elles perdent tout éclat et toute beauté. Chaque spéléologue a fait la triste expérience de ces concrétions vite oubliées, trônant sur un bureau ou dans une vitrine, à jamais ternies et dénaturées. Les concrétions ne repoussent pas et cette logique évidente conduit le véritable spéléologue à respecter la nature souterraine. Mais tous les visiteurs du sous-sol n'ont pas la même éthique. De même que les vestiges archéologiques ou paléontologiques conservés par la caverne par-delà les millénaires, et que l'on retrouve dans les marchés des collectionneurs ou les comptoirs dits de géologie, bien des cristallisations de grottes approvisionnent les bourses aux minéraux. Cristaux, fossiles, ossements divers, revendus sous le manteau, ou bien ouvertement lors de ces manifestations, alimentent ainsi un commerce très lucratif. Ces foires, souvent présentées sous une étiquette scientifique, ne sont bien souvent que des manifestations mercantiles
où sont proposés au public les fruits d'innombrables et scandaleux pillages de la nature. Pillages qui frappent non seulement les grottes, mais aussi les gîtes fossilifères et bien sûr les anciennes mines. Certaines concrétions extrêmement rares peuvent atteindre des prix très élevés. L'aragonite, dont les cristaux s'agencent selon un système différent de la calcite traditionnelle, forme des houppes et des bouquets très recherchés. Elle peut quelquefois se trouver colorée par des infiltrations d'oxyde ou de sulfate de cuivre qui se combinent entre elles et aboutissent à d'incroyables spectacles. L'aragonite verte est le résultat d'un de ces concours de circonstances extraordinaires et l'on n'en connaît que de rares gisements au monde. L'emplacement de celui-ci est tenu secret par quelques passionnés qui ont su faire passer leur respect de la caverne avant les intérêts qu'ils auraient pu en tirer. Il faut aussi préserver les sites souterrains des pilleurs patentés. Pour rechercher les vestiges du passé, telles les monnaies anciennes, dans les gisements archéologiques des cavernes, ils utilisent des moyens sophistiqués de détection électronique, comme les poêles à frire. Chaque trouvaille est alors extraite, au détriment des niveaux archéologiques, qui, bouleversés peu à peu, rendront difficile, voire impossible, toute étude scientifique ultérieure. La vente à de très nombreux exemplaires de ce type de matériel menace donc, en l'absence d'une législation, notre patrimoine ancien. Les cavités souterraines sont encore menacées par toutes les modifications que l'homme fait subir à son territoire. Quant aux aménagements de grottes à des fins touristiques, ils sont parfois de véritables désastres et le résultat peut être totalement anti-éducatif. Si quelques installations sont cependant conçues de manière à respecter l'intégrité du monde souterrain, il n'en est pas de même pour bien des grottes aménagées. Câbles électriques apparents, scellés à même les concrétions, éclairage coloré présentant une vision surréaliste pour le moins douteuse du sous-sol, chemin de béton, escalier ou ascenseur sacrifiant délibérément la configuration originale de la grotte, au point de voir parfois des stalagmites cimentées et déplacées pour agrémenter des endroits qui, à l'origine, n'en comptaient pas ou pas assez pour le plaisir des visiteurs payeurs. Pourtant, certaines cavernes touristiques aménagées dans le respect de la nature sont une merveilleuse leçon de choses et fournissent aux visiteurs non spéléologues l'occasion d'une approche unique du monde souterrain qu'il leur serait impossible de réaliser autrement. En cela, elles sont utiles, mais trop peu de grottes aménagées répondent à cette définition idéale. Vandalisme, pillage, pollution, saturation. Comment sauver nos grottes, nos plus belles grottes? Pour épargner Lascaux menacé par l'augmentation du taux de gaz carbonique et les micro-organismes dus à des visites trop denses et trop intensives, il fut nécessaire de créer une copie en béton de la véritable caverne. Pour l'ensemble de notre patrimoine souterrain tout aussi menacé, une telle solution est bien sûr impensable. Sauvegarder quelques grottes sanctuaires et laisser le reste disparaître ne nous satisfait pas plus que de prétendre réserver un certain nombre de grottes défouloirs aux obsédés de la destruction. C'est le milieu souterrain dans son ensemble qui doit être protégé. Il est temps de comprendre que les cavernes n'offrent que des espaces limités et qu'elles ne sont ni des stades, ni des promenades pour désœuvrer. En pleine expansion, l'industrie des loisirs se cherche toujours de nouveaux créneaux. Comme pour la montagne ou la mer, on tend aujourd'hui à mettre la spéléologie à la portée de tout un chacun, moyennant finance,
en escomptant d'hypothétiques retombées économiques. Celles-ci sont pourtant bien illusoires, les capacités maximales étant limitées à l'exiguïté des grottes. Le mode d'emploi est facile, il suffit de se laisser guider. Or, lutter contre la surfréquentation des grottes, c'est d'abord ne pas faire de prosélytisme inutile. Le racolage, car il n'y a pas d'autre mot, qu'effectuent certaines organisations touristiques, voire même spéléologiques, pour emmener sous terre des gens peu motivés, se fait au détriment des cavernes. Et lorsque ce racolage s'effectue en direction du tourisme de masse, les responsabilités sont plus graves encore. Toute organisation est multiplicatrice de visites. Ce n'est pas par l'illusion d'un bon guidage que l'on sauvera les grottes, c'est avant tout par la discrétion. Une grotte est un monument biologique. Les milieux biologiques fragiles, comme la faune sauvage, ont aussi une dignité, qui s'accommode de moins en moins du trottoir touristique. Les proxénètes de la nature veulent montrer des grottes aux touristes, qui n'en demandent pas tant, afin qu'ils soient contents, reviennent et payent. Mais si le tourisme a son intérêt économique, la nature ne doit pas en faire les frais, surtout là où elle est la plus fragile. Dans ce milieu sensible, l'espace appartient d'abord aux formes de vie qui s'y développent. Toute activité humaine doit donc être la plus discrète possible, c'est-à-dire sans laisser d'ordures, sans rien emmener ni casser inutilement, en un mot, se faire oublier. Au nom de la liberté, certains spéléos s'insurgent contre les grilles qui permettent de contrôler l'accès à certaines grottes. Mais n'est-ce pas parce que beaucoup de spéléos oublient que la liberté implique des devoirs, sous terre comme ailleurs, que les grilles fleurissent? L'exemple de la grotte de Germondan est significatif à cet égard. Le maire de ce village évoque un incident imputable à des spéléologues. Monsieur le maire, je crois que vous avez eu des problèmes avec votre captage d'alimentation d'eau potable pour la commune. Oui, en 1981, au mois d'août, un matin, ça devait être un samedi matin, on s'est levé, il n'y avait plus d'eau. Enfin, c'était pas la sécheresse, on a essayé de... Il n'y avait plus d'eau aux pompes dans la station de pompage. L'eau n'arrivait plus de la source. Alors avec deux gars du pays, on s'est rendu dans la source, on a fait l'exploration du captage. Il a fallu qu'on remonte jusqu'au niveau du captage pour s'apercevoir après qu'il y avait un tuyau qui avait été cassé. Ce captage est établi dans l'intérieur de la rivière souterraine de Germondan? À l'intérieur, oui. Sur une longueur d'environ 400 mètres, je crois, il y a un tuyau. Et au niveau du captage, un tuyau a été fracturé. Et vous avez su comment ce tuyau était cassé? Ben, au début, non. On s'est bien aperçu qu'il avait été cassé. C'était pas accidentel. Apparemment, c'était... Alors, on a fait un peu des recherches ou quoi, puis après on s'est aperçu que des témoins avaient vu une voiture le mardi. Ça devait être des spéléos qui avaient fait une exploration dans la grotte. On a pris un arrêté à la commune, on a fermé la grotte, on a mis une chaîne, un cadenas. C'est-à-dire que les spéléos ne peuvent plus avoir accès à la cavité? Ils n'ont plus accès à la cavité. C'est bien dommage, enfin c'est tout le monde qui en pratique, quoi. Les bons comme les mauvais. Jusqu'à cette époque-là, vous n'aviez jamais eu de problème? Ah non, il n'y a jamais eu de problème. La grotte était ouverte. Même des gens venaient, ils demandaient est-ce qu'on peut visiter. Bon, ben, on leur disait oui, vous cassez rien. Bon, ben, il n'y a jamais eu de problème. Alors, il a fallu qu'il arrive ça, puis on a bouclé. Maintenant, c'est terminé. Au sein des clubs spéléologiques, l'éducation et la sensibilisation des nouveaux spéléologues à la protection du milieu devrait être très importante, mais elle est en fait le plus souvent négligée. Et c'est avant tout un manque d'information qui conduit certains à abandonner sur place le carbure ou les boîtes de conserve. De la même façon, d'autres actes nuisibles sont effectués en toute bonne foi, même parés des intentions les plus louables. Bernard Hamon,
évoque les menaces dirigées contre la faune souterraine. On peut dire aujourd'hui, en ce qui concerne la faune cavernicole, c'est-à-dire des milieux souterrains, qu'elle est particulièrement menacée en France et même en Europe. Les chauves-souris, quant à elles, qui vivent dans ces milieux, notamment en période d'hivernage, sont menacées par les fréquentations répétées, le bruit, le flash, le dynamitage qui est fait à l'occasion des désobstructions, la surfréquentation des milieux souterrains et évidemment la pollution qui se manifeste sous différentes formes. Les insecticides, entre autres, font des ravages parmi les chauves-souris. En effet, elles se nourrissent souvent d'insectes contaminés par les nombreux produits chimiques utilisés en agriculture. D'une façon générale, l'ensemble de la faune cavernicole est très vulnérable à la pollution des eaux. Le milieu souterrain est fragile. Il est donc nécessaire de bannir des grottes tout rassemblement humain excessif. Les visites par petites équipes de 3 à 5 personnes n'occasionnent qu'un dérangement minimum et permettent une observation intéressante du milieu. Mais comment ne pas augmenter le nombre des spéléos, puisqu'il y a déjà saturation? En général, les spéléologues tiennent à la liberté d'accès aux cavernes. Mais paradoxalement, en développant la spéléo de masse, ils diminuent cette liberté en augmentant les risques de réglementation des visites dans les cavités très fréquentées. Un aller-retour sous terre, chronomètre en main, séduit de nombreux adeptes. Pourtant, il n'apporte pas grand-chose à ses auteurs, et encore moins aux cavernes, qui ont tout à redouter de ces courses ridicules. Michel Lassus, l'un des responsables de la commission de protection des eaux souterraines et des cavernes, propose des solutions. Les pouvoirs publics, et plus particulièrement le ministère du Temps libre, ne doivent en aucun cas assimiler les grottes à des lieux touristiques. Les auteurs de publications dirigées vers le tourisme doivent s'abstenir de décrire tous les moyens d'accès aux cavités dites sauvages. Les organisations nationales et régionales de spéléologie doivent tout mettre en œuvre pour sauvegarder les cavernes et limiter la spéléo de masse. Les responsables de clubs ont le devoir de sensibiliser leurs membres, et plus particulièrement les jeunes. Seule une prise de conscience urgente chez les spéléos peut sauver à terme les grottes de France. Pour effacer les dégâts de la grotte du Croteau, il a fallu passer des dizaines d'heures à frotter les inscriptions des parois. Des dizaines d'heures à nettoyer les compressions maculées de peinture, en songeant que demain, n'importe qui, poussé par la bêtise ou le désir de nuire, peut recommencer de la même façon, en toute impunité. De lourdes hypothèques pèsent sur l'avenir de nos grottes, et pas seulement la menace d'individus déséquilibrés comme au Croteau. L'enjeu est maintenant connu de tous. Ce sont les mentalités qui doivent changer afin de redonner à la spéléologie la définition qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Activité de recherche et non pas des mules de Tarzan. Quant au pouvoir public, il ne se soucie guère du milieu souterrain. Certes, la loi permet maintenant le classement d'une grotte en réserve naturelle, afin de la sauvegarder. Mais cela ne concerne que quelques cavités exceptionnelles. Les autres, toutes les autres, demeurent terriblement vulnérables. Il faut d'urgence qu'une législation protège toutes les richesses, de toutes les grottes. Au-delà du simple respect de la nature, ce n'est peut-être après tout que la moindre des dettes de reconnaissance envers des lieux qui ont été, il y a bien longtemps, le berceau de l'humanité.